Mercredi 28 février 2024, bonjour à tous et voici les titres. Séance plénière hier à l'Assemblée nationale, les députés ont examiné 3 différents projets de loi. La séance a été dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Kassa. Dans le cadre de cette même session, une proposition de loi a été déposée par le député Nouremou Achadi. Le texte vise la relecture du code électoral. Nous suivrons ces explications dans ce journal. Importance et reconnaissance des guides de tourisme au Bénin. Ceux qui sont au cœur de cette profession se sont exprimés au micro de Océane Amosso. Plus de précisions dans ce journal. Je l'annonçais en titre, les députés ont adopté hier 3 différents textes de loi, à savoir la loi relative au taux d'intérêt légal, cette pourtant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications et de la loi relative aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est à l'occasion d'une séance plénière conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Barthélémy Kassa. Voici le compte-rendu de Estelle Dokounou. C'est à l'unanimité de la représentation nationale que 3 projets de loi ont été adoptés au cours de cette séance plénière. Le premier est relatif au taux d'intérêt légal en République du Bénin. Les commissions 3 et 4 saisies pour avis ont accordé leur conformité au rapport de la Commission des finances à qui incombe l'étude du fond de l'examen de ce projet de loi. Quel est l'intérêt pour notre pays, le Bénin, d'adopter ce projet de loi? Il faut dire que l'élaboration de ce texte de loi permettra de se conformer à la pratique relevée dans la plupart des pays, consistant à séparer la législation sur l'intérêt légal de celle réprimant les pratiques usuraires. Au cours des différentes discussions, les députés ont soulevé des inquiétudes, mais aussi et surtout la nécessité de renforcer l'arsenal juridique du Bénin en matière de taux d'intérêt légal. Nous sommes d'accord que cette loi, Monsieur le Président, une fois adoptée, mérite d'être vulgarisée. Sérieusement, parce que les pratiques usuraires, ce n'est pas dans les institutions officielles qu'on les constate. Et lorsque nous adoptons cette loi, c'est que nous empêchons les opérateurs économiques, les petits opérateurs économiques, des coins reculés à avoir les moyens de développer leur économie. Que faisons-nous pour que ces personnes-là qui profitaient hier de ces crédits que nous appelons à taux usuraire, que faisons-nous pour que ces personnes-là aussi puissent développer leur économie? Ce que nous appelons taux d'intérêt là, je me demande comment on le calcule dans nos milieux ruraux là-bas. On sait seulement que l'argent va augmenter de tel montant, mais on ne calcule pas des taux pour dire on est en dessous du taux usurier, en dessous du taux légal ou au-dessus du taux légal. Après avoir adopté le texte, les députés ont procédé à l'examen du projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Il faut dire que le projet de loi a pour objectif global de rendre effective la répression des comportements délictueux sur les marchés financiers par l'établissement d'une gamme de sanctions proportionnées, dissuasives, le tout couronné par une application plus efficace des règles du marché financier et la création d'un cadre communautaire de répression des infractions pénales susceptibles d'y être commises.
Au total, 6 titres subdivisés en plusieurs articles sont passés en revue avec quelques interventions lors de ce travail parlementaire. Interventions qui ont abouti à l'adoption de l'ensemble du texte de loi à l'unanimité des députés présents et représentés. Un peu plus tard dans la nuit, la séance plénière de ce mardi a également permis l'adoption du projet de loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications adoptées respectivement au Cap en Afrique du Sud le 7 décembre 1999 et à Harare au Zimbabwe le 10 juillet 2014. Et comme on l'avait dit, le point qui a desservi cette séance plénière hier porte sur le projet de loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications. Au cours de l'examen de cette loi à l'hémicycle, les élus du peuple ont souligné l'importance de cette loi qui vise à renforcer la coopération régionale dans le monde des télécommunications en Afrique. La loi passée au vote a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Stéphanie Dekpemandora nous propose le compte rendu. L'adoption de ce projet de loi permettra au Bénin de développer des réseaux et services de télécommunications d'une manière concertée, planifiée et intégrée. Elle permettra par ailleurs de promouvoir le développement rapide des télécommunications sur le territoire national en vue de réaliser l'accès aux services universels à tous, ainsi qu'une connexion totale avec les autres pays de la manière la plus effective et la plus efficace, en intégrant les opérateurs du secteur privé dans le processus de développement des télécommunications en Afrique. En conséquence, la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggère son adoption à la plénière. L'année dernière, notre pays, en matière de qualité de vie numérique, était dans le top 10 africain et devant le Rwanda, qui était son exemple d'ailleurs. Et l'adhésion, en tout cas, la ratification de cette convention et de cette constitution constitue sûrement des outils qui viendront améliorer davantage ces performances que notre pays engrange depuis quelques années dans le domaine du numérique. Feu président Kadhafi avait envisagé le lancement d'un satellite de communication qui devait couvrir l'Afrique. Est-ce que notre communication sera toujours logée dans la communication des autres, ou il est envisagé que l'Afrique quand même soit autonome par rapport à sa communication? La ratification de toute convention internationale revêt, pour ma part, une importance primordiale, car elle engage la responsabilité de notre nation et impacte directement la vie de nos concitoyens. Il est impératif que les mécanismes de suivi mis en place soient rigoureux. Bien avant la séance d'hier, les députés ont procédé à l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. La séance plénière a eu lieu au sein de l'hémicycle comme d'habitude. Le compte rendu avec Océane Amousso. Au nombre de 12 points à l'ordre du jour, cette séance plénière s'est penchée sur l'examen du projet de loi relatif à la Commission béninoise des droits de l'homme. C'est la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme qui a étudié au fond le dit projet de loi. Certains sujets ont fait l'objet de vifs débats en commission, au nombre desquels l'institution ou non d'un bureau pour la commission et la question de la mise à disposition par le ministère de la Législation et de la Justice d'un personnel d'appui au comité ad hoc de sélection des membres de la commission. L'adoption du projet de loi en étude vise essentiellement la transparence, l'efficience, le respect des obligations souscrites par le Bénin
et permettra de se conformer aux principes de Paris et à l'article 17 du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Étant une institution qui joue un rôle crucial dans le maintien du respect des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme se doit d'être bien réformée, au dire des députés. Normalement, même si c'est 5, la femme doit prendre au moins 2 parts. Pourquoi c'est un avocat pénaliste qui doit représenter les avocats? Je trouve que c'est assez restrictif. Les membres du groupe parlementaire, les démocrates présents au niveau de cette commission ont voté contre ce rapport-là. Pourquoi on doit nous dire que le rapport a été voté à l'unanimité? Tout le monde risque d'être membre de l'UPR pour se faire désigner à cette commission. Je ne suis pas d'accord. Et je crois, quand on fait la revue des pays, toutes les institutions ont au moins, au bas mot, 9 membres. Ce que 7 personnes n'ont pas pu faire, hein, ce n'est pas 9 personnes qui vont le faire. 2, non, je le dis parce que si je prends même l'exemple de nous-mêmes ici, je prends les commissions permanentes techniques. Nous sommes 5 dans l'exécutif des commissions, mais combien travaillent à la tête des commissions? Notre pays a fait le choix de la démocratie, qui, selon nous, est le système qui garantit la paix et l'épanouissement de nos populations. Et nous sommes en bon chemin. Les droits de l'homme sont des normes qui reconnaissent et protègent la dignité de tous les êtres humains. Ils régissent la façon dont les êtres humains vivent en société. Et pour ce qui est de la protection de ce droit dans un pays démocratique comme le Bénin, les parlementaires et le gouvernement entendent accorder leurs réflexions. Chapitre par chapitre, les députés ont mené les discussions particulières. La séance a été suspendue aux fins d'harmonisation des amendements et elle sera reprise le mardi 27 février 2024 à 14h. Au cours de cette première session extraordinaire de l'année 2024, les députés vont examiner une proposition de loi portant relecture du code électoral. Une autre proposition entrant dans ce même cadre a été déposée à l'Assemblée nationale et porte la signature du député Norimou Achadé. Ce dernier nous explique ici le contenu de ces propositions. Il est au micro de Gilles-Chris Chili. La Cour constitutionnelle dit que le parrainage des députés n'a aucun problème. Alors, il reste que les maires. Il y a certains qui déjà, du 1er février au 5 février, seront relus, seront déjà élus, les nouveaux maires. Oui. Et dans ce cadre-là, puisque c'est le 5, le dépôt des dossiers de candidature, ces maires-là pouvaient aussi prétendre à parrainer. Ce qui fausse le jeu. Et c'est ça que la Cour a voulu qu'on rétablisse. Alors, si les députés de la 9e législature peuvent parrainer, ce qui reste à faire, c'est de faire en sorte que les maires qui sont en place actuellement parrainent. Parce que l'installation du maire court du 1er février au 15 février. Donc, il faut sortir la date du dépôt des dossiers de cet engrenage-là pour permettre que les maires actuels votent. C'est pourquoi il faut augmenter le nombre de jours par rapport au dépôt des dossiers de candidature de l'élection à la fonction présidentielle. La loi actuelle dit 50 jours avant le début des campagnes pour le premier tour, il faut déposer les dossiers. Alors, il suffit de dire 60 jours avant le début, aucun maire n'est encore installé. C'est ce que nous avons fait. Et j'ai parlé du Mais vous avez parlé de quitus fiscal, oui. Les élections qui viennent, les élections couplées, c'est communales et législatives. Nous avons 1815 à la date d'aujourd'hui conseillers communaux.
avec leurs suppléants, ça fait 1815 fois 2, oui. 1730. Par parti politique. Les élections passées, il y a 7 partis politiques qui ont concouru pour les législatives. Pour les communales, il peut avoir plus. Supposons qu'il y a 10 partis politiques qui concourent. Donc, nous nous trouvons autour de 5000 dossiers que la direction des impôts doit pouvoir fouiller et délivrer. Vous imaginez, la direction des impôts n'a pas les ressources humaines et techniques pour le faire. Parmi les structures qui composent l'administration parlementaire figure un service qui est responsable des archives de l'Assemblée nationale et de la République. Il s'agit du service de la documentation et des archives qui constituent la mémoire collective de toute l'institution. Il préserve les documents qui retractent les faits survenus au cours des séances plénières qui se déroulent au Parlement. Stéphanie Dekpemandora pour le reportage. Au cœur de ces majestueux bâtiments du Palais des gouverneurs se trouve un lieu calme où se cachent les témoins du passé, les archives. Ces rayons, remplis de documents, s'étendent à perte de vue dans un coin bien discret du Palais des gouverneurs. Ils sont manipulés et protégés par un personnel qualifié qui forme le service de la documentation et des archives. Toute la production, l'ensemble de la production législative, nous la gérons. Tout ce qui entre, tout ce qui est produit, ou tout ce qui entre au sein de notre administration, nous avons le regard sur ces différents documents. Les lois, les débats parlementaires, les décisions du président de l'Assemblée nationale, les comptes rendus intégraux. Ce service détient la mémoire de la démocratie béninoise pour collecter, classer, conserver tous les documents que chaque service de l'administration parlementaire produit. Le chef du service se fait aider par ses collaborateurs répartis en 2 divisions. La division archive, par exemple, elle élabore le répertoire des débats parlementaires, le répertoire des lois votées par l'Assemblée nationale. Elle tient et met à jour la liste des députés. La répartition des députés, par exemple. La division documentation, quant à elle, fait des acquisitions pour actualiser le fonds documentaire. Toute la production, lorsque le Parlement produit des ouvrages, on nous les envoie. Si on nous les envoie, on doit les traiter. Donc c'est la division documentation qui s'en occupe. C'est-à-dire les livres. Par contre, lorsque nous prenons la décision du président de l'Assemblée nationale qui est signée aujourd'hui, c'est la division archive qui s'en occupe. C'est-à-dire le document administratif qui est généré, qui est né. Nous avons les journaux qui datent ici de 90, peut-être même avant, qui sont compilés sous forme de livres. En tant que gardienne de l'histoire, les archives fournissent des preuves tangibles pour convaincre. Dans ces documents, le passé se mêle au présent pour éclairer le futur. C'est ainsi que le service de la documentation et des archives intervient avant et après l'élaboration des documents. Le service de la documentation et des archives n'intervient pas seulement en aval de la production du document, mais en amont. Les services peuvent nous solliciter. Nous allons vers eux, vers nos collègues, par rapport à ce dossier. Voilà comment est-ce qu'il faut le traiter. Voilà comment il faut le gérer. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que tout récemment, le secrétaire général administratif a pris une note de service pour demander aux différents directeurs de procéder à la désignation des points focaux archives au niveau de tous les services. C'est le service de la documentation des archives qui sert d'appui conseil aux collègues. En veillant à ce que ces trésors soient toujours dans de bonnes conditions, plusieurs autres projets sont envisagés. Notamment le référentiel d'archivage, le cadre de classement, le tableau d'élimination, si vous voulez, le tableau de conservation. Les outils que je viens de citer sont indispensables pour l'organisation complète de nos archives. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le dossier qui est en instance en ce moment. Il y a aussi, bien avant cela, la politique de gouvernance des archives sur 10 ans. Chaque étagère de ce lieu est témoin des débats politiques, des lois et des décisions politiques qui datent de plusieurs décennies. Et pour valoriser la transparence de tous ces documents, la porte de l'institution parlementaire est ouverte à tout citoyen qui désire se plonger dans l'histoire de la démocratie.
Place à la revue de presse. Dans la revue de presse de ce jour, les médias nous conduisent au sein de la Commission des lois, des droits de l'homme et de l'administration pour nous rapporter ce qui s'est passé hier au cours de l'étude de la proposition de loi portant révision de la Constitution béninoise. La revue de presse est présentée par Gilles-Chris Chidi. Mesdames et messieurs, bonjour. La proposition de loi portant révision de la Constitution qui a entamé son périple à l'Assemblée nationale, vient de faire un premier pas vers de l'avant, en croire les journaux parus ce mercredi. La Nation informe qu'à l'occasion des travaux en commission qui ont eu lieu hier, le texte a été validé. Le télégramme renseigne que pendant ce vote, tous les députés de la mouvance appartenant à cette commission technique permanente ont accordé leur suffrage. Information confirmée par le matinal, qui rapporte également que la proposition de révision de la Constitution a été validée par les députés au cours de ces travaux. Le Béninois libéré d'en déduire alors que la révision de la Constitution béninoise est en téléchargement et a déjà atteint 62%. Selon mon confrère, c'est par 15 voix pour et 6 contre que les membres de la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme ont adopté ce texte introduit par le député Hassan Seibou. Le journal, qui semble bien informé de sources crédibles, rapporte qu'à la crainte de certains députés qui estimaient que le choix de permettre au prochain président de la République d'organiser des législatives pour se faire une majorité parlementaire pourrait bien aller contre les normes républicaines, eh bien, le député auteur de la proposition a été plus que convaincant. Il n'y a pas péril en la demeure, a interjecté le député Hassan Seibou qui a martelé que cette volonté ne nous conduit pas dans une monarchie et que d'ailleurs, nous sommes toujours dans le cadre juridique du choix que nous avons fait, précise le journal. Pendant ce temps, l'informateur rapporte qu'avant même que le texte n'arrive en plénière, il est déjà attaqué devant la Cour constitutionnelle. Le journal informe que les juges constitutionnels ont été saisis à cette fin et vont bientôt délibérer. En attendant que le texte portant relecture de la Constitution fasse l'objet de débats aussi bien à la Cour constitutionnelle qu'au Parlement, les députés poursuivent leur production législative au cours de cette première session extraordinaire de l'année 2024. Le matinal informe en effet qu'à travers la séance plénière tenue ce mardi 27 février, les députés ont adopté à leur unanimité la loi relative au taux d'intérêt légal en République du Bénin. De même, les parlementaires ont aussi adopté la loi portant autorisation de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications adoptées respectivement au Cap en Afrique du Sud le 7 décembre 1999 et à Harare au Zimbabwe le 10 juillet 2014, puis la loi relative aux infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Sur un autre plan, Fraternité informe qu'au lendemain presque de la levée des sanctions contre le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, le ministre des Affaires étrangères du Bénin est revenu sur la portée de cette décision rendue par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour Adjadi Bakari, en conférence de presse ce lundi, il s'agit d'un jalon essentiel que le président de la République avait annoncé lors de sa conférence de presse tenue il y a quelques jours lorsqu'il affirmait que le Bénin était favorable à une levée des sanctions contre ces pays. La CEDEAO travaille donc pour que les peuples restent ensemble pour leur bien-être, a-t-il conclu et rapporté par le quotidien de Ménotin qui en déduit à travers ce titre du jour. Bakari vante les mérites de Talon. Fin de cette revue de presse. À demain.
Chaque 21 février, le monde entier célèbre la journée internationale des guides de tourisme. Ceux qui exercent ce métier dans le monde constituent des acteurs importants dans le développement touristique et économique de tout pays. Allons à la découverte de cette profession d'avenir qui est présentée par Océane Amoussou. Le guide de tourisme, contrairement au guide touristique, est une personne, un professionnel qui accompagne les touristes lors de visites guidées dans les musées, villes d'art et d'histoire, fouilles archéologiques, sites présentant un intérêt historique et culturel. C'est un métier sensible et exigeant. C'est pour cela qu'il faut être qualifié pour devenir un guide de tourisme. On pourrait se demander, mais attends, pour être guide, est-ce qu'on a besoin de se former? Mais c'est vrai, on a besoin de se former. Je sais déjà qu'à l'université, par exemple, il y a des programmes de formation de type licence pour être guide de tourisme. Il y a également à Kassato, à Calavi, le lycée sino-béninois qui forme également des jeunes qui ont un DT, donc équivalent du baccalauréat, un bac technique, également en guidage. Et donc ce sont des jeunes qui, une fois entrés à l'université, peuvent se spécialiser pour devenir des guides de métier. Et donc oui, il faut être formé. Il y a plusieurs offres actuellement sur le territoire. Il y a donc d'autres privés qui essaient de proposer des formations. Il y a l'État qui voudrait mieux encadrer et qui est en train d'initier une nouvelle formation avec l'espace d'innovation et de savoir de CMS-City. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des espaces qui forment. Et après avoir obtenu le diplôme, il faudrait avoir l'agrément pour exercer. Il faudrait avoir l'autorisation de l'État pour exercer. Pour exercer au mieux son travail, le guide de tourisme doit très bien connaître l'histoire du lieu, mais aussi les us, coutumes et traditions. Il doit savoir créer des liens avec le public afin de susciter l'intérêt pour le contenu de la visite guidée et de garder l'attention. Il doit surtout savoir communiquer. Il doit être éloquent, savoir passer le message qu'il a donc sur un espace ou sur un pays. Les guides aujourd'hui sont très sollicités parce qu'il y a du boulot et il faudrait qu'ils s'ament correctement. Le guide de tourisme est un métier noble, certes pas reconnu encore sous nos cieux, mais il nourrit son homme. Ma fille, quand je devais déclarer ma profession une fois à l'arrondissement, pour établir son acte de naissance, c'était compliqué quand je m'étais présenté comme guide de tourisme. Aujourd'hui, dans la nomenclature des métiers au Bénin, il figure le métier de guide de tourisme et donc ça nous honore, ça nous enchante. Depuis 2016, avec le programme d'action du gouvernement du Bénin qui donne une place de choix au tourisme et à la culture, plusieurs offres sont désormais disponibles sur le marché. Cela participe à l'auto-emploi et à l'épanouissement de la jeunesse du Bénin. Une information avant de clôturer ce journal. Demain 29 février, les députés de la 9e législature sont convoqués pour une nouvelle séance plénière. Plusieurs sujets seront débattus au cours de cette séance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. À demain.